Bonjour, bienvenue dans la série sur les bases de la mécanique quantique. Alors, ce que nous avons vu avec Lavoisier, en fait, même si cela peut nous sembler plutôt évident à notre époque, a posteriori et avec ce que nous savons, même la notion d'atome est entrée dans la culture populaire et est ancrée dans notre culture. L'histoire, à l'époque, c'était beaucoup moins évident. Euh, C'était les débuts de la science moderne. Ils avaient encore peu d'informations, peu de connaissances, donc c'était beaucoup moins facile. Et l'histoire est riche en rebondissements. Et la théorie atomique de la matière ne fut pas acceptée si facilement. En particulier, il était très difficile à accepter pour des scientifiques qui se basaient sur une approche rationnelle, récente mais suivie rigoureusement, où l'on se base sur les faits. Il était difficile d'accepter l'existence d'entités qu'ils ne pouvaient même pas observer car trop petites. Cette théorie atomique des proportions fut largement améliorée et complétée grâce aux travaux de Dalton, Gay-Lussac, Proust, etc. Et les théories statistiques, notamment pour les gaz, se basant sur la théorie atomique, ont permis d'obtenir des prédictions quantitatives, des vérifications des formules qui ont de plus en plus rendu l'existence des atomes presque certaine. Certains y restaient des irréductibles. Et il existe un autre phénomène qui a le mérite de mettre en évidence les atomes de manière beaucoup plus directe. Il s'agit du mouvement brownien. Alors, prenons un fluide au repos, de l'eau par exemple, parfaitement homogène et à température constante. Plaçons dans ce fluide de petites particules, les plus petites possibles, par exemple des grains de pollen. Bien sûr, il faut un microscope pour les observer. À l'œil nu, la plupart des grains de pollen sont trop petits pour être visibles. On constate alors qu'elles ne sont pas immobiles. Elles sont secouées d'une agitation frénétique. Vue avec un microscope, que je présente ici comme une grosse loupe, la particule suit un mouvement erratique et plus encore, chaque particule se dirige en ligne droite, puis est brusquement déviée, formant une ligne brisée, comme si elle était heurtée par quelque chose. Et la conclusion est alors immédiate. Le fluide est composé d'atomes, trop petits pour être vus directement, mais dont les chocs sur notre petite particule sont bel et bien observables. Si pour nous, les chocs des atomes se produisant par milliards à chaque seconde ne donnent aucune sensation particulière, sur un objet aussi petit qu'un grain de pollen, avec seulement quelques atomes qui viennent les heurter de temps en temps, ça correspond à des chocs beaucoup plus violents. Au début du XXe siècle, un physicien qui est bien connu du grand public étudia ce phénomène. Il s'agit d'Albert Einstein. Il s'est intéressé à la distance parcourue par les particules au cours du temps, et en particulier la distance moyenne que parcourt un grain de pollen au cours du temps. La relation qu'il a obtenue à partir de la théorie atomique, qui était bien développée à l'époque, correspond parfaitement à l'observation. Il est une preuve très convaincante de l'existence des atomes. Ce fut d'ailleurs sa première publication, peu de temps, la même année en fait, avant l'effet photoélectrique, dont on reparlera, et la relativité. Cette preuve fut d'ailleurs considérée comme décisive et convainquit les derniers irréductibles, d'autant qu'elle permet d'obtenir des données quantitatives
précises sur les atomes, comme le nombre d'atomes dans une goutte d'eau, par exemple. L'électron, qui avait été découvert par Thomson peu de temps avant, dans les rayons cathodiques, donc les rayons comme dans les anciennes télévisions, les télévisions cathodiques, à canon électron, on envoie des électrons sur l'écran pour faire les points de lumière qui composent l'image. C'est exactement ce qu'avait découvert Thomson. Et l'étude de ces rayons cathodiques permis de caractériser la particule dont étaient composés ces rayons, c'est l'électron. Et cet électron compléta le tableau. On comprit alors très vite que l'atome devait être composé d'une masse importante, chargée de manière positive, chargée électriquement, et de particules plus petites et légères, chargées négativement, les électrons. Seule la structure de l'ensemble restait incomprise. Par la suite, la théorie atomique a permis d'expliquer toutes les propriétés de la matière, des plus simples aux plus complexes, des plus évidentes aux plus mystérieuses. Et avec l'aide aussi de la mécanique quantique, bien sûr. Alors, les différentes sortes d'atomes sont peu nombreuses. Une bonne centaine en tout. On y trouve à peu près tous les métaux, pas les alliages, bien sûr, mais on y trouve les métaux comme le fer, le cuivre, etc. Des éléments plus légers comme l'hydrogène, l'hélium, le soufre, le carbone, l'oxygène, l'azote, etc. On les appelle les éléments. Ce nom vient de éléments chimiques. Rappelez-vous l'histoire des corps simples, corps composés. Les corps simples étaient considérés comme les éléments chimiques. Tout le reste est composé de molécules. Et une molécule est un assemblage précis d'atomes liés entre eux. Par exemple, la molécule d'eau est composée de 2 atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène intimement liés. Un atome d'oxygène lié à 2 atomes d'hydrogène. Certaines molécules peuvent être très complexes. Alors voici une courte liste, vraiment très courte, parce qu'il y a des milliers, même des millions de molécules existantes, connues. Je vais donner ici une très très courte liste qui donne une petite idée de cette complexité. Une molécule de sel de cuisine, qu'on appelle chlorure de sodium aussi, le sel de cuisine, est composée de 2 atomes, sodium et chlore. Une molécule d'acide sulfurique, c'est 7 atomes, avec du soufre, de l'oxygène et de l'hydrogène. Une molécule de benzène, qui est un solvant, contient 12 atomes, carbone et hydrogène. C'est intéressant de montrer sa structure parce qu'elle forme un cycle. On a ainsi 6 atomes de carbone qui forment un hexagone et 6 atomes d'hydrogène attachés au carbone. Une molécule de glucose, qui est à la base du sucre ordinaire, c'est 45 atomes, composés de carbone, hydrogène et oxygène. Une protéine, il existe en fait toutes sortes de protéines, ça va de quelques centaines d'atomes à quelques centaines de milliers d'atomes. Carbone, hydrogène, oxygène, azote et soufre. Une molécule d'ADN, l'ADN bien connu, hein, la génétique, etc., c'est le support du code génétique et de l'hérédité génétique. C'est typiquement de l'ordre du milliard d'atomes. Ce sont d'ailleurs les plus grosses molécules qui existent dans la nature. Voilà, et nous parlerons du comportement des atomes et des molécules dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.